l'Iliade, les philosophes s'y réfèrent. Platon se pose très sérieusement la question de Achille peut-il pleurer? Accepte-t-on qu'Achille pleure? Moi je trouve que c'est très bien qu'Achille pleure justement, mais bon, pour certains autres Grecs, avec leur idéal viril du guerrier, un héros qui pleure, ça ne va pas. Or au contraire, c'est justement parce que c'est un héros qui peut aussi pleurer des larmes de douleur ou de rage. Donc c'est toute une transmission à la fois historique, parce qu'il y a toute l'histoire des héros fondateurs des villes grecques, héros légendaires bien entendu, mais chaque ville grecque s'est trouvé un héros comme ça, qui a fondé Thèbes, qui a fondé Athènes, Argos, Mycène, pardon, pas Mykonos. Euh, et, euh, et je crois que ce texte, c'est le lien le plus fort qu'ont les Grecs entre eux culturellement. Et maintenant, dites-moi, muses, habitantes de l'Olympe, car vous êtes, vous, des déesses, partout présentes, vous savez tout, nous n'entendons qu'un bruit, nous, et ne savons rien. Vous savez tout, nous n'entendons qu'un bruit, nous, et nous ne savons rien. La transmission orale, vous voyez, mais ça part des muses, c'est elles qui savent. Le passé, le présent et l'avenir, ce qui a été et ce qui sera. Dites-moi quels étaient les guides, les chefs des Danaens. La foule, je n'en puis parler, je n'y puis mettre des noms. Eussé-je 10 langues, eussé-je 10 bouches, une voix que rien ne brise, un cœur de bronze en ma poitrine, à moins que les filles de Zeus qui tient l'égide, les muses de l'Olympe, ne me nomment alors elles-mêmes ceux qui étaient venus sous Ilion. Je dirai en revanche les commandants des nefs et le total des nefs. Les Béotiens ont à leur tête Pénéléos et Léite, Archésilas, Protonéor et Clonios. Ce sont les gens d'Iri et d'Olis, la rocheuse, de Skène, de Skôle, de la monteuse Étéone, de Thespie, de Gré, de la vaste Mycalès, les gens du pays d'Armes, d'Ilésie et d'Érythrès, ceux d'Éléon aussi. Bon, il y a aussi évidemment les travaux et les jours d'Hésiode, non pas les travaux et les jours, la Théogonie, qui raconte l'histoire de la naissance des dieux. Donc, d'ailleurs, ça diffère un peu, c'est pas tout à fait les mêmes généalogies dans Homère et dans Hésiode, mais ce sont des textes qui sont l'équivalent des textes sacrés. Il n'y a pas de texte sacré en Grèce. Il n'y a pas la Bible, il n'y a pas le Ramayana, des choses comme ça. Il y a ces chants épiques qui renvoient aussi quelque chose de ce qu'on pourrait appeler l'idéal grec, de la beauté, du courage, de ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Ce qui n'est pas du tout à notre aune à nous, mais bon, qui eux leur servait d'éducation. Être inscrit dans la liste des vaisseaux au champ 2, pour une cité grecque, ça devait être très honorable, un titre de gloire. Mais on voit le soin qu'a pris le poète, ou les poètes, pour inscrire le moindre petite bourgade de Béotie ou de Phocide, et la mettre dans la liste des gens qui ont envoyé des hommes à Troie. Et je pense qu'ils savaient en même temps que c'était une légende, mais bon... C'est comme la chanson de Roland, on sait bien que Roland, il a été tué par des Basques et pas par des Sarrasins, mais ça fait rien. Venons-en aux guerriers, justement. Ce matin, l'atelier était dédié à leurs armes. Quelle est la fonction de ces descriptions de ces armes et de ce moment où les guerriers s'arment? Alors j'ai emprunté la formule d'Apollinaire, « Adieu que la guerre est jolie ». Je crois que le poète se régale à décrire ces belles armes parce que ce sont à la fois des points de repère pour identifier les guerriers sur le champ de bataille. C'est la protection des guerriers, c'est leur habit de combat en quelque sorte, et c'est très beau. Et donc en plus on va se battre pour arracher les armes de l'ennemi qu'on vient de tuer. Lui prendre surtout son bouclier et sa cuirasse, ses armes aussi, les javelots. Et on voit que par exemple dans la description d'Agamemnon en train de revêtir son armure, on voit aussi tout le plaisir que prend le poète à mettre de l'argent, de l'or, des bandes certains disent de smalt, je ne sais pas ce que c'est, des mailles sombres, et puis chaque bouclier est orné d'un dessin.
Évidemment, on connaît le célèbre bouclier d'Achille. C'est à la fois la beauté du combat, la beauté des outils, des objets fabriqués, ce que les Grecs appellent daïdala, ce que les orfèvres font, le travail des orfèvres, comme Héphaïstos qui va forger les nouvelles armes, et puis les enjeux du combat aussi, ça fait partie du butin, les armes.